J'ai surpris ma belle-mère en train de tromper mon père handicapé. Elle a hurlé « J'aimerais que tu sois silencieux comme ton père pathétique », puis m'a enfermé dehors. Ce qui s'est passé ensuite lui a fait regretter. Salut, Reddit. J'avais 12 ans, je traduisais les mensonges de ma belle-mère à mon père sourd depuis des années jusqu'au jour où je suis entrée dans leur chambre et que j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Moi, 27 ans aujourd'hui, j'ai vu ma vie changer quand ma mère est morte quand j'avais 5 ans. Accident de voiture. Rapide, sans souffrance. Du moins, c'est ce que papa m'a dit quand j'ai été assez vieux pour demander. Je me souviens à peine d'elle. Mon père est sourd et travaille comme interprète ASL, langue des signes américaine. Il s'occupe des affaires juridiques, des dépositions, des tribunaux, de tout. Papa m'a élevé seul pendant environ 2 ans après cela. Nous nous en sommes sortis. Il m'a appris l'ASL jeune. J'étais bilingue à 7 ans, et nous avions nos routines. Petit déjeuner ensemble, il me déposait à l'école, venait me chercher, m'aidait avec mes devoirs à travers des signes et des notes écrites. C'était calme, mais c'était bien. Quand j'avais 7 ans, papa a rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Marabelle. Elle était réceptionniste dans l'un des cabinets d'avocats avec lesquels il travaillait. Tout un tas de grands sourires et de compliments, agissant comme si elle était tellement impressionnée par son travail. Elle a appris les signes de base, bonjour, merci, le strict minimum. Mais surtout, elle lui parlait pendant que je traduisais. Même à 7 ans, quelque chose n'allait pas chez elle. La façon dont elle touchait trop son bras, riait trop fort à des choses qui n'étaient pas drôles, complimentait la maison quand elle venait dîner. Papa était seul. Je le comprends maintenant. À l'époque, je savais juste qu'il semblait plus heureux quand elle était là. Ils se sont mariés quand j'avais 8 ans. Marabelle a emménagé dans notre maison avec 2 valises et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux quand elle me regardait. J'étais un fardeau, même si elle ne l'a jamais dit à voix haute à l'époque. On pouvait le voir dans la façon dont elle soupirait quand papa lui demandait de m'aider avec quelque chose, ou comment elle s'achetait de belles choses mais oubliait de m'acheter les fournitures scolaires dont j'avais besoin. Marabelle travaillait tard constamment, sauf qu'elle rentrait en sentant la nourriture de restaurant et le parfum, pas l'odeur de bureau éventé que papa avait quand il revenait des dépositions. Elle riait au téléphone avec des amis, raccrochant vite si j'entrais dans la cuisine. Il y avait toujours une histoire expliquant pourquoi elle avait besoin de plus d'argent, une facture qui était arrivée, une dépense urgente. Papa hochait juste la tête et répondait par des signes que c'était bon, qu'il s'en occuperait. Il y avait d'autres indices que j'ai captés quand j'étais enfant. Des types aléatoires à la porte parfois quand papa était au travail, serrant Marabelle trop longtemps dans leurs bras, la main sur le bas de son dos comme s'ils étaient plus que des amis. Et le pire, j'étais son traducteur. Papa ne pouvait pas entendre ses mensonges. Ne pouvait pas capter le ton dans sa voix quand elle lui mentait. Alors elle disait tout ce qu'elle voulait, et je le signais. Dis à ton père que je serai rentrée à 21h. Dis-lui que j'ai besoin de $300 pour des réparations de voiture. Dis-lui que je l'aime. Cette dernière me retournait toujours l'estomac, parce que je pouvais dire qu'elle ne le pensait pas. Mais qu'étais-je censée faire? J'étais un enfant, alors je signais ce qu'elle disait et regardais papa croire chaque mot. Elle n'a jamais créé de lien avec moi. Elle n'a jamais aidé avec les devoirs sauf si papa le demandait spécifiquement. Elle n'est jamais venue à mes événements scolaires sauf si papa la traînait avec lui. J'étais juste cet obstacle qu'elle devait tolérer pour garder son gagne-pain heureux. Et papa, il n'en avait aucune idée. Il me demandait si Marabelle et moi nous entendions bien. Et je lui signais « bien », parce que pouvais-je dire d'autre? Que sa femme me traitait comme si j'étais un vagabond qu'il avait ramené à la maison. À l'âge de 10 ans, je savais qu'elle l'avait épousé pour l'argent, pas l'amour, pas la famille. Juste la sécurité financière. Papa se démenait, de longues heures, des cas difficiles, des voyages dans différents tribunaux,
et elle dépensait son chèque de paie pour elle-même pendant que je portais les vêtements de mes voisins et mangeais tout ce que je pouvais trouver dans le garde-manger quand elle oubliait d'acheter des provisions. Ma vraie mère me manquait. Je ne me souvenais pas de grand-chose, mais je me souvenais qu'elle se souciait vraiment de moi. Marabelle, elle faisait juste semblant d'être en famille en attendant que quelque chose de mieux se présente. Le jour où tout a changé, j'avais 12 ans quand je l'ai surprise. C'était un mercredi, une demi-journée à l'école à cause de réunions de professeurs ou d'une affaire administrative. Je ne me souviens pas de la raison exacte, juste que je suis sortie tôt. Papa travaillait une journée complète au palais de justice du centre-ville. Il ne rentrerait pas avant 17 heures. J'ai pensé que je rentrerais, jouerais à des jeux vidéo, profiterais d'avoir la maison pour moi tout seul. Je suis entré par la porte d'entrée, j'ai laissé tomber mon sac à dos dans le couloir. La maison était silencieuse, mais j'ai entendu quelque chose à l'étage. Pas fort, juste des bruits, des voix étouffées, des mouvements. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être quelqu'un s'était introduit. J'aurais dû appeler papa ou la police ou faire littéralement n'importe quoi d'autre. Au lieu de cela, je suis montée. La porte de la chambre principale était entr'ouverte. Je l'ai poussée plus loin et j'ai immédiatement regretté de l'avoir fait. Marabelle était au lit avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Pas juste assis là, au lit, ensemble, faisant exactement ce que vous imaginez. Elle m'a vu la première, a crié, a rampé pour se couvrir. Le type, un homme d'apparence dépenaillé avec un bouc et une chaîne bon marché autour du cou, s'est juste figé comme un cerf dans les phares. Je suis restée là. Impossible de bouger, impossible de parler, impossible de traiter ce que je voyais. C'était la femme de mon père dans le lit de mon père, avec un perdant aléatoire qui avait l'air de n'avoir jamais gardé un emploi plus de 2 semaines. Marabelle a commencé à me crier dessus. « Sors. Sors d'ici, David. » J'avais 12 ans et j'étais en panique, et le seul bouton « adulte » sur lequel je savais appuyer était celui qu'on nous apprenait à l'école pour les urgences. Alors, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911. Il y a un homme dans ma maison, ai-je dit à l'opératrice. Ma voix tremblait. Ma belle-mère, elle est. Je ne sais pas qui il est. J'ai besoin d'aide. L'opératrice est restée en ligne avec moi pendant que je redescendais. Marabelle est sortie de la chambre enveloppée dans un drap, me criant de raccrocher le téléphone. Espèce de petit morveux. Qu'est-ce que tu as fait? Raccroche tout de suite. Le gars est descendu aussi, enfilant ses vêtements, l'air de vouloir s'enfuir mais ne sachant pas s'il devait le faire. Il n'arrêtait pas de dire « Ce n'est pas ce que ça a l'air, gamin ». Ce qui était hilarant parce que c'était exactement ce que ça avait l'air. Les flics sont arrivés peut-être 10 minutes plus tard. 2 officiers, tous deux ayant l'air agacés, comme s'ils avaient été retirés de quelque chose de plus important. Ils ont d'abord parlé à Marabelle. Elle a fait semblant de pleurer, a dit que j'étais confus, que c'était son entraîneur personnel, et que nous avions juste eu un malentendu. Le gars l'a soutenu, a dit qu'il était là pour une séance d'entraînement à midi dans sa chambre. Bien sûr. Les flics m'ont parlé ensuite. Je leur ai dit ce que j'avais vu. Ils avaient l'air mal à l'aise. Ils m'ont demandé si j'étais sûre de ce que j'avais vu. Oui, j'étais sûre. On ne peut pas ignorer ça. Mais voici le truc avec les affaires extra-conjugales, ce n'est pas illégal. Les flics ne peuvent rien y faire. Les officiers ont dit à Marabelle et au gars de régler ça comme des adultes, et sont partis comme ça. J'avais appelé à l'aide et ils ne pouvaient rien faire parce qu'aucune loi n'avait été enfreinte. Dès que la porte s'est fermée derrière eux, Marabelle s'est retournée contre moi. Tu es une petite balance, tu sais ça? Elle était toujours enveloppée dans ce drap, le visage rouge, le maquillage étalé par les faux pleurs pour les flics. Tu as tout gâché. C'est ta faute. Ma faute? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'est toi qui...
Tais-toi. Tais-toi, c'est tout. Elle s'est rapprochée et j'ai reculé. Tu te crois si intelligent d'appeler les flics pour moi? Tu penses que ton précieux papa va te remercier pour ça? Le gars était déjà parti, s'était faufilé par la porte arrière comme le lâche qu'il était. Il n'y avait plus que Marabelle et moi maintenant, et elle était en train de devenir complètement folle. Tu sais quel est ton problème, David? Sa voix est tombée, venimeuse. Tu es exactement comme lui. Inutile. Un fardeau. J'aimerais que tu sois silencieux et sourd comme ton père, comme ça je n'aurais plus à entendre ta voix pathétique. Cette phrase m'a frappée comme une gifle. Non seulement parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle le pensait. Elle me voulait briser, handicapée, tout ce qui me rendrait moins un problème pour elle. Et tu n'es même pas mon vrai enfant, a-t-elle ajouté. Comme si cela rendait les choses pires. Tu es juste son fardeau avec lequel on est coincé parce que ton père ne peut pas t'entendre pleurer. J'avais su ça au fond de moi. Su qu'elle ne se souciait pas de moi, mais l'entendre le dire à voix haute était différent. Je vais le dire à papa, ai-je dit. C'est sorti plus faible que je ne le voulais, comme un enfant sur un terrain de jeu. Pas l'action forte que je visais, mais c'était tout ce qu'il me restait. Elle a ri. Elle a réellement ri au nez. Oh mon Dieu, tu es un tel bébé. Je vais le dire à papa. Tu as quel âge? 5 ans? Tu penses qu'il va te croire, toi, plutôt que moi? Il le fera quand je lui montrerai. Lui montrer quoi? Ta petite crise de colère? Le fait que tu t'es introduit dans notre chambre sans frapper? Elle a croisé les bras, ce regard suffisant se répandant sur son visage. Tu as envahi ma vie privée, David. C'est toi le problème ici. Et si tu vas pleurer chez papa comme le petit morveux que tu es, je m'assurerai qu'il sache exactement comment tu t'es comporté. Combien tu as été irrespectueux, comment tu as essayé de te mettre entre nous depuis le premier jour. Ce n'est pas. Oh, chérie. Sa voix est devenue doucereuse, moqueuse. Tu pensais vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis sa femme. Tu n'es qu'un enfant. Un poids mort avec lequel nous sommes coincés parce que ton père ne peut pas t'entendre pleurer. Elle a attrapé mon bras, m'a traîné jusqu'à la porte d'entrée et m'a poussé dehors violemment. J'ai trébuché sur les marches du porche et j'ai failli tomber. Puis elle a claqué la porte, et j'ai entendu le verrou cliquer. J'avais 12 ans, enfermé dehors de ma propre maison, assis sur le trottoir dans mes vêtements d'école pendant que le désordre de ma belle-mère était à l'intérieur comme une bombe, attendant d'exploser la vie de mon père. Je n'avais pas mon téléphone, elle l'avait fait tomber de ma main pendant la bousculade. Je n'avais pas de clé. Je ne pouvais pas rentrer. Alors je suis juste resté assis sur le trottoir et j'ai attendu que papa rentre du travail. 3 heures. C'est le temps que j'ai attendu. Cela a semblé des jours. Papa est arrivé en voiture vers 17h30. J'ai vu sa voiture arriver dans la rue et je me suis levé, j'ai brossé la terre de mon jean. Il est sorti, m'a vu debout là, et mon visage a dû tout dire car son expression a immédiatement changé. Inquiet, confus. Il m'a fait signe. Pourquoi es-tu dehors? Où est Marabelle? J'ai répondu par signe, nous devons parler. Maintenant. Il a déverrouillé la porte d'entrée. Marabelle était dans la cuisine agissant, comme si rien ne s'était passé. Elle s'était nettoyée, avait changé de vêtements, s'était refait du maquillage frais. Elle a souri à papa quand il est entré comme si elle avait une journée totalement normale. Comme si elle n'avait pas été avec un type aléatoire dans leur chambre 4 heures plus tôt. Papa m'a fait signe. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris une inspiration et j'ai commencé à tout signer. Ce que j'avais vu. Qui j'avais vu. Ce que Marabelle m'avait dit. Comment elle l'avait appelé. Comment elle m'avait enfermé dehors. Mes mains tremblaient, mais j'ai réussi. L'expression de papa a changé par étapes. D'abord la confusion,
puis l'incrédulité, puis quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. Une rage pure et contrôlée. Il n'a pas crié, évidemment. Il n'a pas hurlé ou claqué des choses. Il est juste devenu très immobile. Puis il s'est tourné vers Marabelle. Elle a dû le lire sur son visage car elle a commencé à parler vite, faisant des excuses. Il ment. Il est confus. C'était innocent. Tu ne comprends pas. Papa a levé une main, l'a arrêté au milieu de sa phrase. Puis elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a attrapé un bloc-notes sur le comptoir de la cuisine et a commencé à griffonner frénétiquement. Elle l'a tenu devant papa. Il ment. Il se comporte mal depuis des semaines. Jaloux de moi. A vu mon ami aider à déplacer des meubles. A transformé ça en quelque chose de malsain. Il me déteste. Essaie toujours de me faire paraître mauvaise. Il te manipule. J'ai senti mon estomac se tordre. Elle était bonne. Très bonne. Jouant la victime, me faisant passer pour un enfant perturbé avec une vendetta. Papa a lu la note. Puis il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé. Je pouvais le voir peser le pour et le contre. Sa femme de 4 ans contre son fils de 12 ans. Qui croire quand c'est la parole d'une personne contre une autre? Je lui ai fait signe, les mains tremblantes. Papa, je ne mens pas. Je le jure sur tout. Je les ai vus. Je sais ce que j'ai vu. Elle m'a dit que tu étais un fardeau sourd et que je l'empêchais d'avoir ce qu'elle méritait. Elle m'a enfermé dehors pendant des heures. Marabelle a de nouveau attrapé le stylo, écrivant vite. Plus de mensonges. Me faisant passer pour un monstre. A probablement répété ça en t'attendant. Est-ce que je risquerais tout? Il est instable. Papa est resté debout pendant ce qui a semblé une éternité. Puis il s'est tourné vers Marabelle et a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Il a commencé à lui signer directement, même si elle connaissait à peine l'ASL. Des signes grands et agressifs, le genre que vous faites quand vous voulez que quelqu'un ressente le poids de chaque mot, même s'il ne comprend pas la langue. Tu as fait une erreur. Me mentir. Elle le fixait, confuse, captant probablement peut-être un mot sur 5. Cela n'avait pas d'importance. Son visage disait tout ce que ses mains éplaient. Papa est allé directement dans leur chambre et a commencé à prendre ses affaires. Vêtements du placard, chaussures, maquillage de la salle de bain, des brassées de ses affaires. Il a tout porté en bas et l'a jeté par la porte d'entrée sur la pelouse. Chaque pièce. Ses robes chères, sa boîte à bijoux, ses articles de toilette. Tout. Marabelle l'a suivi, criant « Non, tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison aussi. Tu es fou. Tu choisis de croire un enfant plutôt que moi. » Papa continuait de lui signer, même si elle ne pouvait pas comprendre. Cela n'avait pas d'importance. Son message était limpide. Sors. Elle a changé de tactique. Elle a commencé à pleurer, à supplier, disant qu'elle avait fait une erreur mais qu'elle l'aimait. Qu'elle changerait. S'il te plaît, ne fais pas ça. La performance complète. Papa ne l'a même pas regardée. Il a juste continué à sortir ses affaires comme si elles étaient des ordures emmenées au trottoir. Quand la chambre a été vide de tout ce qui lui appartenait, papa est allé à son bureau et a sorti des papiers. Il avait un contrat de mariage. Homme intelligent. Il avait vu assez de tribunaux pour savoir qu'il ne fallait pas épouser quelqu'un sans un. Elle l'avait signé il y a 4 ans, probablement trop aveuglée par les signes de dollars pour lire les petits caractères. Ce contrat de mariage était sur le point de lui sauver la mise. Marabelle a finalement réalisé qu'il était sérieux. Puis elle s'est tournée vers moi. Et toi, sifflatait-elle, s'approchant. Espèce de petit morveux. Tu viens de ruiner ta propre vie. Je te ferai regretter ça. Je dirai à tout le monde quel petit monstre perturbé et menteur tu es.
Tu penses que ton père va te protéger? Il ne peut même pas t'entendre crier. Quelque chose a craqué en moi. J'ai fait un pas en avant. Il n'a pas besoin de m'entendre, ai-je dit, la voix tremblante mais forte. Il a juste besoin de te voir pour ce que tu es, et il le fait maintenant. C'est toi la menteuse. C'est toi qui as gâché les choses, et tu vas partir sans rien parce que tu es une tricheuse, et tout le monde va le savoir. Papa l'a vu bouger vers moi, a vu son visage. Il s'est interposé entre nous. Une main sur mon épaule, l'autre pointant la porte. Le regard sur son visage aurait arrêté un taureau en charge. Elle a reculé, a attrapé ce qu'elle pouvait emporter de la pelouse et est partie. Elle est partie dans sa voiture, celle que papa avait payée, bien sûr, sortant de l'allée en crissant comme une adolescente qui fait une crise de colère. J'ai pensé que c'était la fin. Stupide de ma part. Pendant les semaines suivantes, elle a tout essayé. Avocat, lettres, menaces par l'intermédiaire d'amis communs. Elle a essayé de prétendre à des abus, à la négligence, à l'incompétence. Elle a essayé de dire que papa était inapte à cause de son handicap. Tous les angles auxquels elle pouvait penser. L'avocat de papa a tout fait taire. Le contrat de mariage a tenu bon. Mon témoignage, étayé par les horodatages des messages textes, les déclarations des voisins et le fait que j'étais un enfant ayant d'excellentes notes sans aucun antécédent de problème de comportement, a enterré toute réclamation qu'elle a essayé de faire sur le fait que j'étais un menteur. Le divorce a été rapide. L'avocat de Marabel a essayé de faire valoir qu'elle méritait plus, qu'elle avait été une femme au foyer et belle-mère, et qu'elle avait contribué au ménage. L'avocat de papa a présenté le contrat de mariage, la preuve de l'adultère et mon témoignage sur ce dont j'avais été témoin et ce qu'elle m'avait dit. Le juge n'a pas eu besoin d'une longue audience. J'avais 12 ans, assez vieux pour leur dire ce qui s'était passé, et j'ai dit la vérité. Marabel n'avait aucun droit parental sur moi. Elle n'était que la femme de papa, jamais ma mère légale. Elle avait été mariée à lui pendant 4 ans. C'était tout. Elle est partie du mariage avec presque rien grâce au contrat de mariage et à son propre comportement terrible. En 6 mois, le divorce a été finalisé et Marabel a disparu de nos vies. Papa n'a jamais dit du mal d'elle après ça. Pas besoin. Son silence en disait assez. 3 semaines après la finalisation du divorce, je pensais que nous en avions fini avec les bêtises de Marabel. Papa et moi avions repris notre ancienne routine. Petit déjeuner ensemble, lui me signant des choses sur le travail, moi me plaignant des devoirs d'algèbre. La maison semblait plus légère sans elle. Pas de faux sourires, pas de types aléatoires qui se présentaient, plus de traductions de mensonges. Juste nous débrouillant comme nous l'avions toujours fait. C'était un mardi matin. Papa préparait des œufs. J'étais à moitié éveillée à la table de la cuisine en train de faire défiler mon téléphone quand quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Pas un coup amical. Le genre officiel. 3 coups secs qui vous font tomber l'estomac même lorsque vous n'avez rien fait de mal. Papa m'a regardé, les sourcils levés. J'ai haussé les épaules et je suis allée répondre. 2 personnes se tenaient sur le porche. Une femme dans la quarantaine avec un badge de comté accroché à sa ceinture. Un homme à côté d'elle tenant une tablette comme s'il était prêt à prendre des notes sur tout. Le visage de la femme avait cette expression neutre et professionnelle. Pas méchante, pas gentille, juste là pour faire un travail. « Votre père est-il à la maison ?» a-t-elle demandé. « Oui, il est là. » De quoi s'agit-il ? Elle m'a montré le badge correctement. Je suis des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement et devons parler à votre père, effectuer une visite à domicile. Je les ai fait entrer. Papa les a vus, a vu les badges, et tout son langage corporel a changé. Pas paniqué, juste très immobile. La façon dont il était devenu immobile quand je lui avais parlé de Marabel.
Ce genre de colère contrôlée qui n'a pas besoin de volume. Il a sorti son téléphone, a tapé quelque chose, le lui a montré. Je suis sourd. Mon fils va interpréter. De quoi s'agit-il? Elle a hoché la tête, parlant lentement, même si elle n'en avait pas besoin. J'étais juste là. Nous avons reçu un signalement alléguant qu'en raison de votre handicap, vous êtes incapable de prendre correctement soin de votre fils. Le signalement affirme qu'il a été négligé, qu'il a manqué l'école, qu'il n'a pas de supervision adéquate, qu'il vit dans des conditions dangereuses. J'ai commencé à signer avant même qu'elle ait fini de parler. La mâchoire de papa s'est serrée. Ses mains se sont déplacées avec netteté et précision. Qui a fait ce signalement? J'ai traduit. Nous ne pouvons pas divulguer cette information, a-t-elle dit. Mais nous prenons tous les signalements au sérieux et nous devons vérifier les allégations. Les mains de papa ont éplé exactement 2 signes, Marabelle. L'expression de la femme n'a pas changé, mais l'homme avec la tablette a déplacé son poids. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Ex-femme amère avec une rancune à régler. Ce n'était pas vraiment une nouvelle histoire pour eux. Pouvons-nous jeter un coup d'œil à la maison? A-t-elle demandé. Papa leur a fait signe d'y aller. Allez-y. Ils ont marché dans chaque pièce, ont ouvert le réfrigérateur, entièrement approvisionné, des contenants de repas préparés étiquetés avec les jours de la semaine parce que papa était organisé comme ça. Ils ont vérifié ma chambre. Propre. Devoir sur mon bureau. Aucun signe de négligence, sauf peut-être le tas de linge sale que j'avais évité. Ils ont regardé la salle de bain, le garde-manger. Pendant ce temps, elle m'a posé des questions. Comment se passait l'école? Avais-je assez à manger? Me sentais-je en sécurité? Mon père me laissait-il seul pendant de longues périodes? J'ai répondu à tout honnêtement. Oui, l'école va bien. Tableau d'honneur le semestre dernier, en fait. Papa s'assure que je mange. Probablement trop. Je me sens en sécurité. Il travaille des heures normales, comme n'importe quel parent. Parfois, je suis seule à la maison un peu après l'école, mais j'ai 12 ans, pas 5. J'ai un téléphone. Je sais comment réchauffer les restes au micro-ondes. Le gars avec la tablette a sorti mes dossiers scolaires sur son appareil. Assiduité presque parfaite. Notes solides. Problème de comportement, 0. Ils ont interrogé papa sur son travail, son emploi du temps, son système de soutien. Il leur a montré son calendrier, ses clients, la preuve de revenus stables. Il leur a donné le nom de notre voisine, Madame Chen, qui nous connaissait depuis des années et pouvait témoigner que je n'étais pas un enfant abandonné qui s'élevait tout seul. La femme a passé un appel, a parlé à quelqu'un pendant peut-être 5 minutes, a raccroché, a regardé papa et moi. L'école confirme qu'il se porte bien. Votre voisine confirme qu'elle vous voit tous les deux régulièrement et n'a jamais eu de préoccupation. La maison est propre, suffisamment approvisionnée, et il n'y a aucune preuve étayant les allégations du signalement. Les épaules de papa se sont légèrement relâchées. Un soulagement qu'il ne montrerait nulle part ailleurs. Nous allons classer ce cas comme non fondé, a-t-elle poursuivi. Vous devriez recevoir la documentation officielle d'ici quelques jours. Je m'excuse pour la perturbation. Ils sont restés là moins d'1 heure au total. Au moment où ils sont partis, je pouvais dire que ça n'irait nulle part. Après qu'ils sont partis, papa et moi nous sommes tenus dans la cuisine. Il avait l'air fatigué. Pas le genre de fatigue normale du travail. Le genre qui vient du fait de réaliser que quelqu'un est prêt à utiliser votre handicap comme une arme pour vous blesser. Il m'a signé, elle a utilisé ce que je ne peux pas faire contre moi. J'ai répondu par signe, ils ne l'ont pas cru. Personne ne l'a cru. Papa a hoché la tête. Mais quelque chose avait changé. Avant, Marabelle n'était qu'une menteuse infidèle.
Maintenant, elle était quelqu'un qui avait essayé d'utiliser le système, d'utiliser sa surdité pour me l'enlever. Pour prouver qu'il n'était pas capable d'être mon père parce qu'il ne pouvait pas m'entendre si j'appelais à l'aide. C'est un autre genre de mal. La lettre officielle est arrivée 4 jours plus tard. Signalement non fondé. Affaire classée. Marabelle avait tiré sa meilleure carte en utilisant la seule chose contre laquelle papa ne pouvait pas se défendre directement. Son handicap, et cela n'avait même pas laissé une égratignure. Mais nous savions tous les deux qu'elle avait essayé. Et c'était suffisant pour nous assurer que nous ne baisserions plus jamais notre garde. 15 ans plus tard. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. J'ai 27 ans, je travaille dans un cabinet de conseil de taille moyenne, je gagne décemment ma vie, je vis chez moi. Papa et moi prenons toujours le petit déjeuner tous les dimanches. Notre tradition depuis que j'étais enfant. Il est semi-retraité maintenant. Ne prend que les cas qu'il veut. Passe le reste de son temps à faire de la menuiserie et à enseigner l'ASL au collège communautaire. Je n'avais pas entendu le nom de Marabelle depuis 15 ans. Je ne pensais pas à elle. Je ne me demandais pas où elle avait atterri. Je m'en fichais. C'était un chapitre clos de nos vies. Puis elle est entrée dans l'immeuble de mon bureau. J'étais en réunion lorsque notre réceptionniste a sonné à mon bureau. « David, il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Elle dit que c'est urgent. Je n'attendais personne. Qui est-ce? Elle dit que c'est votre mère. Mon estomac s'est noué. J'arrive tout de suite. J'ai marché jusqu'au hall et elle était là. Marabelle, 15 ans de plus, l'air d'avoir traversé l'enfer. Cheveux non lavés, vêtements sales, peau cireuse et couverte de plaies. Elle avait vieilli de 20 ans en 15. C'est ce que fait la dépendance. Elle m'a vu et son visage s'est illuminé. Ce genre de bonheur désespéré et maniaque qui vous donne la chair de poule. David. Oh mon Dieu, David, tu as l'air si bien, si grand. Tout le monde dans le hall regardait. Collègues, clients, la réceptionniste qui m'avait sonné. Je pouvais sentir leurs yeux. Dehors, ai-je dit. Maintenant. Je l'ai conduite jusqu'au parking, loin des fenêtres, loin des gens qui me connaissaient. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je demandé. J'avais besoin de te voir. J'ai essayé d'appeler, mais ton numéro a changé, et je ne savais pas comment te joindre autrement. Elle parlait vite. J'ai besoin de ton aide, David. J'ai de vrais problèmes. Comment as-tu trouvé mon lieu de travail? J'ai demandé autour de moi. Ton père est toujours répertorié dans certains annuaires. J'ai appelé son ancien lieu de travail. Ils ont mentionné que tu allais bien. Quelqu'un connaissait quelqu'un qui savait où tu travaillais. Elle a agité la main, comme si les détails n'avaient pas d'importance. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai besoin d'argent. Bien sûr qu'elle en avait besoin. Pourquoi? Ai-je demandé. Pour me remettre sur pied. Je vis dans un refuge en ce moment. J'ai perdu mon appartement. J'ai besoin d'entrer dans un programme, mais ça coûte de l'argent et je n'en ai pas. Un programme pourquoi? Elle a hésité. Puis, parce qu'elle était assez désespérée pour être honnête, les pilules. J'ai consommé, et j'ai besoin de me désintoxiquer, mais je ne peux pas me payer la réhabilitation. Voilà. La vérité sous tout ce non-sens. C'était une toxicomane, fauchée, sans abri, et elle pensait que je la sortirais d'affaire. Non, ai-je dit. David, s'il te plaît. Non. Je ne te donnerai pas d'argent. Je t'ai élevé. Sa voix a monté plus haut, plus fort. J'étais là pour toi quand tu grandissais. J'ai aidé à prendre soin de toi, et maintenant je demande de l'aide, et tu vas juste m'abandonner? Tu ne m'as pas élevé, ai-je dit lentement, clairement.
Tu as été marié à mon père pendant 4 ans quand j'étais enfant. Tu l'as trompé, tu m'as enfermé dehors, tu m'as dit que tu souhaitais que je sois sourd, et tu as appelé les services de protection de l'enfance par vengeance. Tu n'as rien fait pour moi, sauf empirer mon enfance. Alors, non, je ne te donnerai pas d'argent. Jamais. Tu es sans cœur, a-t-elle craché. Ta mère morte aurait honte de toi. Celle-là m'a presque eu. Presque. Mais je me suis tenu droit. Ma vraie mère est partie depuis que j'ai 5 ans. Ai-je dit. Tu n'es pas elle. Tu ne l'as jamais été. Tu n'étais qu'une croqueuse de diamants qui a épousé un homme seul pour la sécurité financière et qui a fait faux bond quand la poule aux œufs d'or a disparu. Maintenant, par avant que j'appelle la sécurité. Elle a commencé à pleurer. De gros sanglots laids. Je vais mourir sans aide, David. J'ai besoin de cet argent pour mes médicaments, pour le traitement. Alors par avant que j'appelle la sécurité. Elle a reculé, pleurant toujours, trébuchant vers la rue. Quand je suis retourné à mon bureau, je me suis assis et j'ai essayé de me concentrer sur le travail. Impossible. Mes mains tremblaient d'adrénaline. Puis j'ai appelé la sécurité de mon immeuble et j'ai signalé que quelqu'un m'avait harcelé sur le parking. Ils ont pris ma déclaration, ont extrait les images du hall la montrant entrer, ont noté sa description. Cette nuit-là, Marabelle m'a appelé. J'ai vu que c'était un numéro inconnu, mais quelque chose m'a dit de répondre, et de l'enregistrer. David, je suis désolée pour tout à l'heure. J'étais émotive et j'ai dit des choses que je ne pensais pas, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Juste $5000 pour entrer dans un programme. C'est tout ce que je demande. Je suis resté silencieux. Je l'ai laissé parler. La laisser s'enfoncer davantage. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis désespérée, David. J'ai besoin de pilules. J'ai besoin de médicaments. Je ne peux pas fonctionner sans eux. Aide-moi juste cette fois, et je ne t'embêterai plus jamais. Tu me demandes de te donner de l'argent pour acheter des drogues. Ai-je dit froidement. C'est des médicaments. Tu n'as pas d'ordonnance. C'est illégal. Et tu viens d'admettre sur cet appel, que j'enregistre, que tu as besoin d'argent pour des pilules. C'est de la sollicitation d'argent pour la drogue. Silence. Tu enregistres ça? Oui. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Cet État autorise le consentement d'une seule partie pour les enregistrements. Tu viens de me dire 2 fois maintenant que tu as besoin d'argent pour acheter des substances contrôlées. C'est un crime, Marabelle. Elle a raccroché. Le lendemain matin, je suis allé au palais de justice et j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive. J'ai apporté des impressions du rapport d'incident sur le lieu de travail, les images du parking, l'enregistrement où elle demandait explicitement de l'argent pour la drogue. Le greffier a examiné tout, a hoché la tête et a dit que ce serait examiné. Une ordonnance restrictive temporaire a été accordée dans les 48 heures. Marabelle devait rester à au moins 150 mètres de moi, de mon domicile et de mon lieu de travail. Aucun contact de quelque nature que ce soit. J'ai pensé que ce serait la fin. Marabelle a violé l'ordonnance restrictive 3 jours après qu'elle lui ait été signifiée. Elle s'est présentée à l'immeuble de mon appartement à 7 heures du matin. J'étais en train de partir pour le travail quand je l'ai vue assise sur un banc dehors en train d'attendre. Dès qu'elle m'a aperçue, elle s'est levée et a commencé à marcher vers moi. David, nous devons en parler. J'ai sorti mon téléphone. Tu es en violation d'une ordonnance restrictive. Pars maintenant ou j'appelle la police. Tu ne comprends pas. J'ai juste besoin d'expliquer. J'ai composé le 911. J'ai besoin de signaler une violation d'ordonnance restrictive. La personne contre qui elle était actuellement à mon emplacement, refusant de partir. Marabelle continuait de parler, essayait de se rapprocher.
Je suis resté en ligne avec la répartition. Je leur ai donné mon adresse, j'ai confirmé que l'ordonnance restrictive était active. 10 minutes plus tard, 2 flics sont arrivés. Ils lui ont parlé en premier. Elle est passée en mode victime complet, pleurant, disant que j'étais son fils et qu'elle voulait juste renouer, que j'étais cruelle et sans cœur. Les officiers sont venus vers moi, ont vérifié mon identité, ont confirmé l'ordonnance restrictive dans leur système. « Voulez-vous porter plainte ?» m'a demandé l'un d'eux. Oui. Ils l'ont arrêté juste là devant mon immeuble, devant des voisins qui regardaient par les fenêtres. Ils l'ont menottée et l'ont mise à l'arrière d'une voiture de police pendant qu'elle hurlait que je lui faisais ça et que je déchirais la famille. Elle a passé la nuit en prison, a été libérée le lendemain sous caution. J'ai obtenu une date d'audience pour 1 mois plus tard. Cela aurait dû lui faire peur. Les gens normaux se seraient retirés après avoir été arrêtés. Mais Marabelle n'était pas une personne normale. C'était une toxicomane sans rien à perdre. Au cours des semaines suivantes, elle m'a appelé 17 fois à partir de numéros différents. Elle a laissé des messages vocaux mendiant de l'argent, demandant juste une autre chance, de l'aide pour obtenir des médicaments. Elle a commencé à envoyer des colis à mon appartement. Rien à l'intérieur, juste des boîtes vides avec des notes griffonnées dessus. « S'il te plaît, David, je suis ta mère. Tu me dois ça. » J'ai tout documenté. Chaque appel, chaque message vocal, chaque colis. Horodatage, enregistrement, photos. J'ai constitué un dossier de 3 pouces d'épaisseur. Le coup de grâce est survenu lorsqu'elle a laissé un message vocal qui était différent des autres. Sa voix était pâteuse, décousue, mais assez claire. « David, écoute. Je sais que tu es en colère, mais j'ai trouvé un type qui peut m'aider. Il a de bonnes choses. De vrais médicaments. Pas cette merde de la rue. Il est derrière le Dollar Général sur la 5e rue. Il passe tous les vendredis vers 18h. Si tu me donnais juste $300, je pourrais en avoir assez pour tenir le mois et je n'aurais pas à t'embêter. Il a de l'oxy, du père, tout ce dont j'ai besoin. S'il te plaît, bébé, juste cette fois. » Elle venait de décrire son dealer de drogue, l'emplacement, l'horaire et le produit sur une ligne enregistrée. Cet enregistrement est allé directement dans le dossier avec tout le reste que j'avais collectionné. Le lendemain matin, je suis entré au poste de police avec mon classeur de documentation et j'ai demandé à déposer une plainte formelle. L'officier qui l'a prise avait l'air d'avoir entendu toutes les histoires tristes 2 fois. J'ai posé le classeur sur son bureau. 3 pouces de messages vocaux imprimés, de captures d'écran de messages textes, de photos de colis, tous étiquetés par date et recoupés avec l'ordonnance restrictive. J'ai une ordonnance restrictive contre mon ex-belle-mère. Elle l'a violée à plusieurs reprises pour me demander de l'argent pour la drogue. Je l'ai enregistrée décrivant son dealer, l'emplacement, ce qu'elle achète, à quelle fréquence. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play. Il a écouté tout. La voix de Marabelle claire comme le jour, parlant de son dealer derrière le Dollar Général. Pilule, achat en gros, argent comptant seulement, vendredi. Quand c'est terminé, il s'est penché en arrière et a commencé à feuilleter le classeur. Il n'a rien dit pendant 2 minutes complètes. Il lisait juste. Il a vérifié les dates. Il a rejoué des parties de l'enregistrement. Finalement, il a levé les yeux. Il a hoché la tête lentement. « Nous aurons besoin de votre déclaration complète. C'est suffisant pour des accusations de sollicitation et de multiples violations d'ordonnances restrictives. Peut-être même de complot selon ce que nous trouvons d'autres. » J'ai passé les 3 heures suivantes à tout lui expliquer. Il m'a fait parapher chaque page, signer l'authenticité de l'enregistrement, confirmer les dates et heures. Quand nous avons terminé, il était midi passé et j'avais un numéro de dossier. « Nous allons agir rapidement », a-t-il dit.
Des preuves comme celle-ci n'ont pas besoin de beaucoup d'enquêtes. Une semaine plus tard, il m'a appelé. La surveillance avait confirmé la routine du dealer. Même endroit, même jour, chaque semaine. Vendredi, ils sont intervenus et les ont arrêtés tous les deux devant le Dollar Général. Ils ont trouvé des pilules dans la voiture du dealer. Une quantité suffisante, plus des sachets et un téléphone jetable, ce qui leur a fait déposer des accusations de distribution. Ils ont trouvé des pilules dans le sac à main de Marabel qu'elle venait d'acheter. Pas d'ordonnance. Assez pour que, combiné à l'enregistrement et à son aveu d'achat régulier, il n'hésite pas, qualifiant cela de possession avec intention de vendre. Les messages textes qu'ils ont extraits de son téléphone ont montré qu'elle arrangeait également des ramassages pour d'autres personnes. C'était suffisant pour appeler ça un complot. Elle n'achetait pas seulement, elle coordonnait. Votre enregistrement a lancé l'affaire, mais l'arrestation l'a scellée, m'a-t-il dit. Elle fait face à de multiples chefs d'accusation. Ils m'ont appelé une semaine plus tard. Ils déposaient tout. Sollicitation, complot, possession avec intention de vendre, 4 chefs de violation de l'ordonnance restrictive.